Je me suis réveillée de mon coma et, à peine rentrée, ma sœur m'a lancé « Mais qu'est-ce que tu fais déjà à la maison ?» J'ai laissé tomber mon sac d'hôpital sur le perron, complètement déboussolée. « Comment ça ? Les médecins m'ont laissé sortir ce matin. » Elle a reculé, agrippée au chambranle de la porte, quand ma fille Émilie, 8 ans, a déboulé en courant. « Maman !» s'est-elle écriée avant de s'immobiliser, les yeux écarquillés. « Maman est morte !» s'est-elle tournée vers ma sœur. « Tu avais dit que maman était morte. » J'ai senti ces mots me transpercer. J'ai cherché une réponse dans les yeux de Rachel, mais elle restait pétrifiée, les larmes coulant sur ses joues. « Il faut que je m'assoie. » Son visage s'est effondré. « Émilie, monte dans ta chambre, s'il te plaît. Mais je veux prévenir papa. Tout de suite !» l'a-t-elle coupé, à bout de nerfs. On m'a finalement laissé entrer, puis je suis montée voir Émilie à l'étage. Je suis passée devant notre ancienne chambre, celle que je partageais avec mon mari, poussée par une intuition. J'ai entrouvert la porte, et mon cœur a raté un battement. Un inconnu était assis dans mon lit. « C'est qui, celui-là » Ma voix était glaciale. Rachel m'a rejoint, les yeux rougis, déjà sur la défensive. « C'est ton mari. » À peine le temps de comprendre que j'entendais des pas dans le couloir. C'était Michael. Il s'est figé quand il m'a vu. « Attends, c'est pas possible. » Il s'est tourné vers Rachel. « Rachel, tu peux m'expliquer ce qui se passe là ?» Elle évitait nos regards. « Tu as vu le certificat de décès. On a fait l'enterrement. » J'ai compris alors que Michael n'était au courant de rien. « Depuis combien de temps tu es là ?» ai-je lancé, droit au but. « 2 ans. Elle m'a téléphoné en janvier pour me dire que tu étais décédée de complications. Mon amour, je n'ai jamais voulu... Je suis désolée. » Michael baissait les yeux, la voix tremblante. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sa bague et je me suis tournée vers Rachel. « Tu t'es mariée avec lui ?» Elle pleurait, mais je n'en avais plus la moindre compassion. « Tu as emmené nos enfants chez un psy. Tu leur as fait croire que leur mère était morte. Tu les as laissés me pleurer alors que je luttais pour me réveiller. Les médecins ont dit que tu étais en état de mort cérébrale, » a-t-elle bafouillé. Ils disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. J'ai dû me retenir à la table. J'ai des messages du docteur Hanley, chaque semaine, qui t'informait de mes progrès, qui te demandait pourquoi tu ne venais plus. Michael serrait les mâchoires. Tu recevais des nouvelles de sa part alors que tu dormais dans mon lit. Tu as gelé mes comptes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai voulu prendre un taxi à la sortie de l'hôpital. Carte refusée. Tout a disparu. Économie, compte courant, même ma retraite. Michael s'est levé d'un bond. Et l'argent de l'assurance, il est tout. Rachel ne bougeait plus. Quel argent? L'assurance vie, 900 000 $. Tu m'as montré les papiers. Tu avais dit que tout était passé dans les dettes médicales. J'ai sorti mes factures d'hôpital, toutes impayées. L'hôpital a annulé la dette, ai-je lâché d'un ton sec. Cas social, vu que mon seul parent disait être dans la misère. Rachel sanglotait désormais. J'allais tout remettre en ordre. Je voulais juste... Tu voulais quoi? Coupa Michael. J'ai vu ma voisine de chambre mourir, tu sais. Sa famille venait tous les jours. Tu sais combien de fois les enfants m'ont vue en 3 ans? Silence de Rachel. 12 fois. Les infirmières tenaient le compte. 12 visites en 3 ans. Je croyais les aider à avancer, murmura Michael. À chaque fois que je les bordais, chaque fête à l'école, je me disais que c'est ce que tu aurais voulu. Rachel tenta de se redresser. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Le cirque? J'ai trouvé tes tickets de casino, Rachel. Des centaines de milliers. Ma mère est descendue avec Ben. Pourquoi tout le monde crie? Elle m'a vue et a laissé tomber sa tasse, qui s'est brisée. Mallory, mais on t'a enterré. Ben allait de l'un à l'autre, perdu. Maman? Oui, mon chéri, c'est moi. Non, il a reculé, la voix tremblante. Non, t'es morte. On a assisté à ton enterrement. J'ai même fait un discours. Rachel a attrapé son sac. Je dois partir. Tu restes ici, a ordonné Michael. Personne ne bouge tant qu'on n'a pas tiré tout ça au clair. Tommy est arrivé à son tour. Qu'est-ce qu'il arrive à Ben? Il m'a vu et son visage s'est illuminé. Maman, je le savais. J'ai dit à tout le monde que tu n'étais pas morte. Arrête, Tommy, a lancé Ben. Maman est morte. Tata Rachel a dit que les médecins... Tata Rachel a menti. Tommy s'est précipité vers moi. Je savais que tu reviendrais. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Michael était déjà sur son téléphone. Oui, je voudrais signaler une fraude à l'assurance. Et de la bigamie. Je m'appelle Michael. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. L'enterrement. Il y avait 300 personnes. Tes collègues ont tenu des discours. Pendant que j'étais à 20 minutes d'ici, en train de reprendre des forces, elle avait dit que tu étais morte, a murmuré ma mère. Que les machines avaient été débranchées, qu'on n'avait plus le droit de venir, qu'il ne fallait surtout pas te voir. Et les dons, a soudain ajouté Michael. Le fonds commémoratif à ton nom. Rachel est devenue livide. On a recueilli 200 000 $ pour la recherche sur le coma. Il est où cet argent, Rachel? Je l'ai emprunté. Je comptais le rendre. Emprunté? Michael a frappé la table. Tu as volé une association au nom de ta sœur qu'on croyait morte? Elle n'était pas morte? A hurlé Rachel. Mais elle ne se réveillerait jamais. 3 ans, Michael. 3 ans de ma vie à l'hôpital. 6 mois, ai-je rectifié d'une voix douce. Tu es venu 6 mois. Après, tu as annoncé à tout le monde que j'étais morte. Et mes photos? Ai-je demandé soudain.
Où sont mes affaires ? Dans un box, a marmonné Rachel. J'ai tout gardé. Pour vendre ? J'ai regardé autour de moi. Je ne reconnaissais plus rien dans cette maison qui était la mienne. Tu m'as rayé de la carte. Ma petite Émilie a glissé la tête dans la pièce. Papa ? Pourquoi Ben pleure ? Elle n'osait toujours pas croiser mon regard, comme si j'étais un fantôme. Émilie, mon cœur, ai-je dit tendrement. C'est maman. Ma maman, c'est Tata Rachel. Sa voix était posée, mais ça m'a brisée. J'ai été malade, ma chérie, mais je vais mieux. Les morts, ça ne guérit pas. Elle s'est réfugiée près de Rachel. Fais-la partir. Elle était vivante tout ce temps, a soufflé Michael, la gorge serrée. Ta vraie maman était vivante et essayait de revenir. Rachel était prise au piège, tous les regards braqués sur elle, sans échappatoire. Michael, déjà, composait un numéro. Police ? Oui, je voudrais signaler plusieurs délits. Michael, je t'en supplie. Toute l'histoire était passée à la télé, il y avait même un lien en bas de l'écran. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sortie sur le pas de la porte pendant que Michael continuait d'expliquer la situation à la police. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber à 2 reprises. L'assistante sociale de l'hôpital a répondu au bout de la 2e sonnerie. J'ai tenté d'articuler ce que je vivais, mais ma voix se cassait sans arrêt. Je viens tout juste de sortir ce matin. Ma famille, c'est un désastre. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Elle m'a mise en attente et j'ai entendu ses doigts pianoter sur un clavier. Lorsqu'elle est revenue, elle gardait ce ton calme et professionnel. Elle a confirmé ma sortie dans leur système, puis m'a expliqué que l'hôpital travaillait avec une résidence hôtelière pour les patients en situation de crise. Elle pouvait me donner un bon pour 3 nuits, juste de quoi me laisser souffler et voir comment m'organiser. Un immense soulagement m'a envahi, aussitôt mélangé à une honte cuisante. Il me fallait l'aide des autres pour avoir un toit sur la tête. Je l'ai remercié, noté l'adresse, et attendu. 1 quart d'heure plus tard, 2 voitures de police se sont garées devant la maison. Les agents sont descendus, et l'un d'eux m'a demandé mon nom. Je leur ai montré mon bracelet d'hôpital et mes papiers de sortie. Rachel, elle, restait plantée sur le seuil, immobile, les yeux braqués sur nous. L'agent a parlé dans sa radio pour vérifier mes informations auprès de l'hôpital, pendant que son collègue entrait pour commencer à recueillir les dépositions. Michael est sorti à son tour, portable en main. Il m'a montré des photos du certificat de décès que Rachel avait présenté 2 ans plus tôt. Tampon officiel, signature, tout y était. Mes mains tremblaient en faisant défiler les images, des programmes de funérailles avec ma photo en couverture, des avis de décès découpés dans le journal local, des cartes de condoléances destinées à mes enfants. Je voyais mon propre visage me fixer depuis des photos de commémoration, et j'ai senti mon estomac se nouer. Les policiers ont expliqué qu'ils devaient reprendre les déclarations de chacun séparément. On m'a demandé d'attendre dans la voiture de patrouille. Je suis montée à l'arrière. La portière s'est refermée dans un bruit sourd. J'ai levé les yeux vers la maison. Aux fenêtres de l'étage, j'apercevais les visages de mes enfants. Émilie collée à la vitre, Ben juste derrière, me regardant d'en haut. J'avais l'impression d'être devenue un fantôme dans ma propre histoire. Puis la voiture de ma mère a déboulé dans l'allée, 20 minutes plus tard. Michael avait dû l'appeler. Elle a foncé vers la voiture de police, les larmes dévalant ses joues. Elle répétait sans cesse qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas. Mais très vite, elle a ajouté que Rachel leur avait montré des preuves et que le médecin avait affirmé qu'il n'y avait plus d'espoir. J'ai compris qu'elle essayait de s'excuser sans s'avouer coupable. J'ai demandé à l'agent si je pouvais utiliser mon téléphone pour documenter tout ce qui s'était passé. Il a accepté, à condition que je ne contacte pas Rachel directement. J'ai ouvert mes notes et j'ai commencé à tout consigner. Les dates où Rachel était venue à l'hôpital, les messages de Hanley qui s'inquiétait de ne plus la voir, les 12 visites que mes enfants avaient en fait en 3 ans. Je tentais de reconstituer, pièce par pièce, la façon dont elle m'avait effacée. Mes doigts volaient sur l'écran. Michael est revenu à la voiture 1 heure plus tard. Il s'est penché vers la vitre. Il allait dormir sur le canapé ce soir. Rachel garderait la chambre puisque les enfants avaient leurs habitudes avec elle. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges, la voix rauque. J'ai ressenti un mélange étrange. De la compassion pour la manière dont Rachel l'avait manipulé, mais aussi une colère sourde qu'il n'ait rien vu, qu'il n'ait pas cherché plus loin. Avant de partir, j'ai demandé à l'agente si je pouvais demander des visites encadrées, voir mes enfants dans un lieu neutre. Elle a sorti une carte des services familiaux et m'a conseillé d'appeler dès lundi matin pour lancer la demande, tout en me prévenant que des changements trop brusques risquèrent de désorienter encore plus les enfants. J'ai glissé la carte dans ma poche. Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital et j'ai retrouvé la médiatrice qui m'avait soutenue pendant ma convalescence. Elle s'est souvenue de moi et m'a prise dans ses bras. Je lui ai demandé si elle pouvait imprimer les comptes rendus médicaux envoyés à l'adresse de Rachel. Elle les a retrouvés dans son ordinateur et a lancé l'impression, 3 ans de rapport, qui montrait, à chaque page, des progrès constants. L'activité cérébrale qui remontait mois après mois, la rééducation qui avançait, le retour de la parole. Chaque document prouvait que Rachel savait que je reprenais vie. Je suis restée là, à contempler ces feuilles alignées sur le bureau,
Toutes ces preuves qu'elle m'avait vu revenir à moi-même et avait pourtant choisi de faire croire à tout le monde que j'étais morte. J'ai soigneusement plié les papiers, les ai glissés dans mon sac et j'ai remercié la médiatrice avant de rejoindre la chambre d'urgence organisée par l'hôpital. La pièce était modeste, juste un lit, un bureau, une salle de bain, mais c'était un abri pour 3 nuits, le temps de réfléchir à la suite. Je me suis assise au bord du lit, j'ai pris mon téléphone et j'ai fixé le nom de Ben dans mes contacts pendant 5 minutes avant d'oser appeler. Il a décroché à la 4e sonnerie, sa voix méfiante, distante. Je lui ai dit que c'était bien moi, que j'étais sortie de l'hôpital, que je voulais lui parler. Mais il m'a coupé. Comment aurait-il pu croire tout ça, alors que tante Rachel avait des certificats de décès et des lettres de médecin? J'ai commencé à lui expliquer pour les faux documents, pour les dossiers médicaux qui prouvaient ma guérison, mais la ligne a coupé en plein milieu de ma phrase. J'ai regardé l'écran où s'affichait « Appel terminé » et j'ai ressenti un vide étrange, comme si je venais d'échouer à un test dont j'ignorais l'existence. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Message vocal, numéro de Tommy. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix m'est parvenue, étouffée, comme s'il chuchotait depuis un placard. Des mots pressés, inquiets. Il disait qu'il savait que je n'étais pas morte, qu'il le sentait au fond de lui, qu'il n'avait jamais cru ce qu'on lui racontait, même quand on l'obligeait à aller en thérapie. Il a parlé du code secret qu'on avait inventé quand il avait 5 ans. 3 coups, puis 2, puis 1. Et qu'il continuait de le faire chaque soir sur la porte de sa chambre avant de dormir. Il se souvenait de la chanson que je lui chantais, celle sur la lune et les étoiles que j'avais inventée rien que pour lui. Il en a fredonné quelques notes pour me le prouver. En entendant sa petite voix me rappeler ses souvenirs si personnels que nous étions les seuls à connaître, j'ai éclaté en sanglots, chose qui ne m'était pas encore arrivée depuis mon réveil. Ce n'étaient ni des larmes de colère ni de peur, mais plutôt celles qui jaillissent quand quelque chose de blessé en soi se remet à vivre. J'ai réécouté le message 3 fois, m'attardant à chaque écoute sur de nouveaux détails dans ses chuchotements, sur la manière dont il racontait avoir caché ma tasse à café préférée tout au fond du placard de la cuisine pour que Rachel ne la trouve pas. Le lundi matin, j'ai enfilé les mêmes vêtements que la veille et j'ai pris le bus jusqu'à ma banque, mes papiers de sortie et mon badge d'hôpital serrés dans une pochette. En arrivant devant le bureau de la directrice, elle m'a tout de suite reconnue et son visage s'est décomposé comme si elle voyait un fantôme. J'ai tenté d'expliquer la situation du mieux possible pendant qu'elle vérifiait mes comptes sur son écran et j'ai vu défiler sur son visage la stupeur, puis l'incompréhension, avant qu'elle ne semble carrément effrayée. Tout était bloqué. Il y avait la mention « titulaire décédé » partout. Alors elle s'est mise à pianoter nerveusement sur son clavier, à ouvrir des fenêtres et à prendre des notes. Elle m'a dit que c'était sûrement une affaire de vol d'identité et qu'il fallait prévenir immédiatement le service fraude, puis elle m'a expliqué qu'il me faudrait un dépôt de plainte à la police et une décision de justice pour espérer débloquer la situation. Quand je lui ai demandé combien de temps cela pourrait durer, elle m'a répondu que ça prendrait des semaines, voire des mois. Tout dépendait de la justice. Je suis sortie de la banque avec une pile de formulaires à remplir et le ventre noué, sachant que je n'avais plus accès à mon propre argent. Mon téléphone a vibré, un message de Michael contenant plusieurs PDF. Je me suis assise sur un banc devant la banque pour les ouvrir. Le premier document était un contrat d'assurance vie à mon nom. J'ai fait défiler des pages remplies de jargon juridique jusqu'à la section des bénéficiaires, et là, j'ai vu ma signature sur les formulaires de modification. Sauf que ce n'était pas du tout la mienne. Les boucles, les angles, tout sonnait faux, des détails que moi seule pouvais repérer. Le contrat portait sur 900 000 $, et selon le calendrier de versement que Rachel avait joint, elle avait tout touché d'un seul coup, il y a 18 mois. J'ai pris des captures d'écran de tout, les mains tellement tremblantes que j'ai dû caler mon téléphone contre mon genou pour ne pas le faire tomber. Cet après-midi-là, j'ai poussé la porte d'un café près de mon ancien quartier, en quête d'un peu de caféine, mais surtout de calme pour réfléchir à tout ça. Alors que j'attendais mon tour, une femme croisée autrefois à la sortie de l'école s'est retournée avec son latte, s'est figée, m'a regardé bouche bée, a fait 2 pas en arrière et a cogné le comptoir des condiments. Je l'ai vu glisser quelques mots à son amie, et toutes les deux se sont précipitées dehors, sans cesser de me jeter des regards incrédules. Le barista a dû me demander 2 fois ce que je voulais avant que je parvienne à répondre. Et une fois mon café entre les mains, je me suis installée tout au fond, avec l'impression d'avoir tous les regards sur moi. J'ai compris alors que réapparaître en public serait bien plus compliqué que ce que j'avais imaginé, maintenant que tout le monde croyait que j'étais morte et enterrée depuis 2 ans. Le mardi matin, j'ai passé 3 heures à chercher sur Internet des avocats spécialisés en droit de la famille dans la région, à lire des avis et à examiner les sites de ceux qui traitaient de garde d'enfants et de fraude. La plupart se ressemblaient tous, avec des photos impersonnelles et des slogans sans saveur sur la protection des familles. Mais une avocate, Mara Winters,
mentionnait explicitement les cas complexes mêlant tromperie et infraction financière. J'ai appelé son cabinet et exposé ma situation à la secrétaire, qui m'a mise en attente avant de revenir me dire que Mara pouvait me recevoir dès l'après-midi, à 15 heures. Je suis arrivée en avance, dossier sous le bras, avec tous mes documents médicaux, les papiers d'assurance falsifiés et les relevés bancaires qui prouvaient que mes comptes étaient gelés. Son cabinet était petit, mais bien ordonné, des livres de droit parfaitement alignés contre les murs et un bureau couvert de dossiers méticuleusement rangés. Elle m'a écouté raconter mon histoire pendant 1 heure sans m'interrompre, prenant des notes et me posant des questions précises sur les dates et les papiers. Quand j'ai terminé, elle m'a dit qu'elle avait déjà traité des affaires d'abus financiers, mais jamais un dossier comme celui-ci, et elle pensait que nous avions de solides arguments pour lancer à la fois une procédure pénale et une action civile. Le mercredi matin, Mara m'a organisé un rendez-vous pour déposer officiellement plainte auprès du lieutenant Harris au commissariat. Je me suis retrouvée dans une salle d'interrogatoire grise, à une table vissée au sol. Le policier a photographié mon bracelet d'hôpital sous tous les angles, puis mes papiers de sortie et les comptes rendus médicaux. Il a vérifié mon identité en appelant les archives de l'hôpital et en comparant mon permis avec différentes bases de données, menant tout ça avec une efficacité tranquille qui m'a rassurée sur ma propre santé mentale. Il m'a posé des questions détaillées sur les visites de Rachel à l'hôpital, sur le moment où elle avait arrêté de venir et sur les messages du docteur Hanley que j'avais gardés dans mon téléphone. Je lui ai tout montré, il a scanné chaque document dans un coin de la pièce. L'entretien a duré 2 heures, et à la fin, j'avais la voix cassée d'avoir autant parlé. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Au bout du fil, un certain Gregory Hamilton, du service des enquêtes spéciales de la compagnie d'assurance, s'est présenté. Il m'a dit qu'ils ouvraient une enquête pour fausse déclaration de la part de Rachel, et il m'a demandé de conserver tous les documents relatifs à l'affaire. Sa façon de me parler laissait deviner qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait et à quoi s'attendre, ce qui, pour la première fois depuis longtemps, m'a donné le sentiment d'être cru sans avoir à me justifier. Il m'a demandé de lui transmettre les copies des formulaires de bénéficiaires falsifiés et préciser que leur enquête serait menée en parallèle de la procédure judiciaire. Vendredi matin, l'assistante sociale de l'hôpital m'a appelé pour m'annoncer que j'avais droit à un bon d'hébergement grâce à un dispositif d'aide départementale destiné aux patients en situation de crise. Mon nouvel appartement, c'était un petit studio sans prétention, situé dans une résidence à 20 minutes de mon ancien quartier. Rien d'exceptionnel, mais c'était à moi, pour 6 mois tout au plus, juste le temps de me reconstruire un peu. J'éprouvais un curieux mélange de reconnaissance et de honte d'avoir besoin qu'on m'aide à trouver un toit dans ma propre ville, mais j'ai pris les renseignements et fixé une visite. Dès le vendredi après-midi, Mara avait déjà saisi le juge aux affaires familiales en urgence pour demander le gel provisoire des comptes, une ordonnance de protection empêchant Rachel de toucher aux biens, ainsi qu'un accord parental pour encadrer les rencontres avec les enfants. Elle m'a prévenue. La justice est lente et il faudrait peut-être attendre des semaines avant que tout soit examiné, mais officialiser ces démarches me mettrait à l'abri si jamais Rachel tentait de dissimuler de l'argent ou de m'écarter des enfants. J'ai aussi pris rendez-vous pour une première séance avec une psychologue recommandée par Mara, prévue dès le lundi matin. Le cabinet du docteur Lisa Chen se trouve dans un immeuble discret près de l'hôpital, et à mon arrivée, elle me propose une tasse de thé, sans me noyer sous les formulaires. Toute la première heure, elle m'écoute attentivement, pendant que je lui raconte le réveil, la confrontation à la maison, les rapports de police, les démarches judiciaires. Elle ne m'interrompt jamais, ne montre aucun étonnement, se contente d'acquiescer de temps en temps et de prendre quelques notes. Quand j'ai terminé, elle m'explique que mes réactions sont courantes chez les personnes ayant subi un traumatisme médical, notamment cette impression d'avoir été effacée, inexistante pendant mon coma. Elle me remet des brochures sur les signes à surveiller du stress post-traumatique, comme les crises d'angoisse dans des endroits familiers ou les troubles du sommeil. Elle suggère aussi qu'on envisage un accompagnement psychologique pour les enfants afin de les aider à traverser ce qu'elle appelle un deuil compliqué, cette absurdité qui consiste à pleurer une mère qui revient d'entre les morts. Je repars avec un second rendez-vous et une liste de coordonnées de thérapeutes spécialisés pour enfants. Lundi après-midi, la conseillère scolaire, Madame Rodriguez, m'appelle après avoir reçu la notification officielle de Mara, précisant que je suis bien le parent légal. Elle se montre très précautionneuse au téléphone, soucieuse de ne rien dire de déplacé. On fait le point ensemble sur la situation de chaque enfant. Ben a eu plusieurs incidents l'an dernier, des colères violentes en classe et 2 exclusions pour bagarre. Emily, elle, a développé une telle angoisse de séparation qu'elle en pleurait tous les matins. Impossible de la laisser en classe le premier mois. Quant à Tommy, il répétait aux professeurs et aux conseillers que sa mère n'était pas vraiment morte. Ils ont noté ce refus de la réalité comme un déni à surveiller. Écoutez cette litanie de dégâts, preuve écrite du saccage causé par les mensonges de Rachel, me serre le cœur. Je reste à disposition pour travailler avec le thérapeute qui suivra vos enfants, conclut Madame Rodriguez,
et je la remercie avant de raccrocher. Le lendemain matin, je retrouve Mara dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Un endroit aux portes oranges, surveillé en permanence par caméra. C'est là, m'a-t-on dit, que Rachel avait entreposé toutes mes affaires, d'après l'adresse qu'elle a finalement communiquée. Nous longeons les rangées de box identiques jusqu'au mien. Mara coupe le cadenas et lève la porte. À l'intérieur, des cartons empilés jusqu'au plafond. Pendant 3 heures, on photographie et on filme tout pour documenter l'état des affaires. Je tombe sur des factures cachées dans une boîte qui prouvent que Rachel a vendu mes bijoux à un prêteur sur gage et mes meubles à un dépôt-vente. Le pire, c'est quand j'ouvre les albums photos. Rachel m'a littéralement découpé des photos de famille, laissant à chaque fois des rectangles vides à la place où je me tenais avec les enfants. Anniversaires, fêtes, sorties scolaires, partout, ma présence a été méthodiquement effacée. Mara filme chaque page tandis que je tourne les feuilles. Bouleversée. Certaines photos ont carrément disparu. Sans doute celles où m'enlever aurait trop abîmé l'image. On embarque plusieurs cartons dans la voiture de Mara pour qu'elle les conserve au cabinet comme pièces à conviction. Le directeur de la banque me téléphone mercredi matin avec du nouveau concernant les caméras de surveillance. Il a retrouvé des enregistrements montrant des retraits sur mes comptes après ma soi-disant mort. Il m'envoie les fichiers, je les visionne sur mon ordinateur. Les images sont floues, mais le visage de Rachel est bien reconnaissable devant 4 distributeurs différents, tous le même après-midi. À chaque fois, elle retire la somme maximale, $300, et fait le tour des agences en moins de 2 heures. Ce qui me donne la nausée, ce n'est pas seulement le vol, c'est la désinvolture avec laquelle elle agit, regardant son téléphone entre 2 retraits, comme si elle faisait simplement quelques courses. Le directeur de la banque précise que ces images seront transmises à l'inspecteur Harris et à l'équipe antifraude. L'inspecteur Harris, justement, prend contact avec le funérarium le lendemain. Le directeur leur transmet toutes les factures et documents de préparation. Rachel a réglé une cérémonie à cercueil fermé et donné des consignes très strictes pour que personne de la famille ne puisse voir le corps, soi-disant à cause de son état. La facture montre aussi qu'elle a payé un supplément pour que tout soit géré sans la moindre implication de la famille. Je me retrouve assise dans le bureau de Mara à examiner ses documents. Rachel a délibérément choisi le cercueil fermé pour éviter que quiconque ne découvre l'absence de corps. Ce froid calcul me glace le sang. Elle a pensé à tout, à chaque faille par laquelle la vérité aurait pu sortir. Le témoignage du directeur des pompes funèbres confirme d'ailleurs que Rachel lui a affirmé que le corps avait déjà été incinéré ailleurs, d'où le cercueil vide. Je passe ensuite l'après-midi de jeudi avec Mara au bureau d'état civil du comté. Lorsqu'on présente le document qu'avait utilisé Rachel, l'employé le regarde à peine 30 secondes avant de relever les incohérences. Le numéro du formulaire ne correspond pas à l'année indiquée, la signature du régisseur est fausse et n'apparaît nulle part dans leur base. L'employé fait des copies pour le dossier d'enquête sur la fraude et rédige elle-même une attestation sur la falsification. Elle a presque l'air satisfaite d'avoir démasqué une contrefaçon aussi grossière. Vendredi, Grégory Hamilton de l'assurance me téléphone pour me transmettre les relevés récupérés par ses enquêteurs dans 3 casinos de la région. Rachel possédait une carte de fidélité dans chacun et, selon les relevés, elle y est allée des centaines de fois en 2 ans, perdant au total plus de $600 000. Grégory me détaille le fonctionnement, expliquant que cette fréquence et ces sommes sont typiques d'une vraie dépendance au jeu. La plupart du temps, elle s'y rendait l'après-midi, sûrement pendant que les enfants étaient à l'école. L'assurance prépare de son côté une action civile contre Rachel, en plus de la procédure pénale en cours. Grégory m'assure qu'ils réclameront un dédommagement, peu importe si Rachel finit ou non derrière les barreaux. Samedi matin, je me rends dans une salle de réunion qu'a réservée Mara dans un hôtel près du centre-ville. Des donateurs du fonds commémoratif, qui menacent de porter plainte, ont exigé un rendez-vous. 8 personnes se présentent, surtout d'anciens collègues et quelques voisins de mon ancienne rue. Chacun prend la parole, l'un après l'autre, pour exprimer sa colère d'avoir été dupé. « J'ai donné $5 000 parce que je croyais vraiment aider des patients dans le coma », lance une femme. Un homme raconte qu'il avait organisé une collecte de fonds dans son église. J'écoute sans rien dire, je les laisse vider leur sac. Quand ils ont fini, je ne cherche ni à me justifier, ni à trouver des excuses. J'admets simplement qu'ils ont toutes les raisons d'être blessés et en colère. Je leur explique que je collabore avec les procureurs pour que Rachel rende des comptes et que le remboursement fait bien partie du processus judiciaire. La réunion dure 1 heure et à la fin, la tension retombe un peu. Certains s'excusent même de s'être déchargés sur moi, alors que c'est Rachel la responsable du mensonge. Dimanche soir, je tombe sur plusieurs discussions à mon sujet dans un groupe Facebook de parents du coin. Les rumeurs fusent. Certains prétendent que je vivais sous protection des témoins. D'autres insinuent que Rachel et moi étions complices et que tout était prémédité. Les parents débattent aussi de l'avenir d'Emily, Ben et Tommy à l'école. Doivent-ils rester ou est-ce que ce scandale est trop lourd à porter pour eux? Un fil de discussion compte déjà plus de 200 commentaires sur la question de savoir si ces enfants sont avant tout des victimes ou, au contraire, complices d'une arnaque. Je ferme l'appli, mais le mal est fait.
Cette vague sur les réseaux risque de rendre la vie des enfants encore plus difficile, alors qu'ils sont déjà perdus dans leur propre chaos. Lundi matin, maman débarque chez moi avec des sacs de courses et un seau rempli de produits ménagers. Elle pose tout sur le plan de travail et se tourne vers moi. Cette fois, elle ne cherche pas à se défausser comme elle l'avait fait à la maison. Elle reconnaît qu'elle aurait dû remettre en question le récit de Rachel au lieu de s'y accrocher. Elle admet qu'elle voulait croire Rachel, tout simplement parce qu'affronter mon coma lui semblait insurmontable. Pas d'excuses, pas de demande de pardon. À la place, elle me demande ce dont j'ai concrètement besoin en ce moment. Je lui dis que les enfants auront parfois besoin d'être récupérés à l'école et qu'il faudra sans doute les garder de temps en temps quand j'aurai des rendez-vous. Elle accepte sans hésiter et note tout dans son agenda. J'accepte son aide avec réserve, consciente qu'il faudra du temps pour restaurer la confiance, mais que ce soutien concret est bien plus précieux qu'une réconciliation parfaite à ce stade. Mardi matin, mon téléphone vibre. Michael me propose de se voir pour discuter. J'accepte un café dans un lieu neutre, à égale distance de chez lui et de chez moi, histoire d'éviter les souvenirs. Quand j'arrive, il est déjà là, assis dans un coin, le visage tiré. Il se lève, visiblement gêné, comme s'il ignorait comment saluer une épouse présumée morte. Nous nous installons et il démarre la conversation avant même que j'aie le temps de prononcer un mot. Il m'avoue qu'il a eu des doutes au fil des années, mais qu'il les a enfouis, préférant croire que Rachel pouvait offrir la stabilité dont les enfants avaient besoin. Sa voix se brise tandis qu'il raconte les histoires du soir pour Emily, inventant des souvenirs sur moi, persuadé d'honorer mes intentions. Les yeux embués, il explique qu'il n'a raté aucun événement à l'école, qu'il est d'ébène pour ses devoirs, qu'il a appris à Tommy à faire du vélo, tout en pensant que j'avais disparu et qu'il devait combler un vide incommensurable. En l'écoutant, je ressens quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas vraiment du pardon, c'est plutôt une forme de compassion devant l'ampleur de la manipulation de Rachel, qui n'a épargné personne, pas même lui. Il n'était pas complice, juste une victime lui aussi, et ce constat apaise un peu la colère que j'avais contre lui. Mercredi après-midi, je me rends au service des affaires familiales pour ma première visite surveillée avec Emily. Le bâtiment sent le désinfectant. La salle d'attente est équipée de chaises en plastique vissées au sol. Une assistante sociale, Diana, accompagne Emily dans une petite pièce remplie de jouets. Emily arrive en serrant contre elle le gilet bleu de Rachel, celui qu'elle portait sans cesse, comme un doudou. Diana s'installe dans un coin avec son bloc-notes pendant que j'essaie timidement d'engager la conversation. Je demande à Emily comment ça se passe à l'école, avec ses amis, ce qu'elle lit en ce moment. Durant toute la demi-heure, Emily fixe le mur, évitant soigneusement mon regard, le corps tourné pour m'ignorer complètement, comme si je n'existais pas. J'évoque nos souvenirs, notre visite au zoo et son émerveillement devant les manchots, l'Halloween en papillon, les chansons en voiture, rien n'y fait. Elle reste collée à la chaise de Diana, les doigts crispés sur le gilet, et quand je mentionne sa fête d'anniversaire de ses 3 ans, elle finit par dire qu'elle ne se souvient de rien de tout ça. La visite prend fin, Diana raccompagne Emily et je me retrouve seule dans cette pièce, avec l'impression d'avoir tenté d'atteindre une inconnue qui porte pourtant le visage de ma fille. Jeudi, j'envoie un message à Ben pour lui proposer une balade en voiture. Il accepte, à condition qu'on ne se rende nulle part en particulier. Je le récupère à la sortie du collège et on roule au hasard dans les quartiers résidentiels. On reste silencieux un bon quart d'heure avant qu'il finisse par se confier. Il me dit qu'il se sent trahi par tout le monde, même par mon corps qu'il a abandonné pendant 3 ans. Et la façon dont il le formule me fait comprendre que sa rancœur ne vise pas uniquement Rachel, mais moi aussi. Il me raconte qu'il a rédigé mon discours d'enterrement, qu'il y a passé des heures et qu'il a fondu en larmes en le lisant devant 300 personnes, persuadé de chaque mot sur la mère exceptionnelle que j'étais et sur le vide immense que mon absence lui laisserait. Aujourd'hui, il se sent stupide, en colère, et il ne sait plus à qui accorder sa confiance. Car si les adultes autour de lui ont pu mentir sur un sujet aussi énorme, qu'est-ce qui mérite encore d'être cru? Je l'écoute sans chercher à me justifier, comprenant que sa colère ne m'est pas réellement destinée. C'est tout son monde qui s'est écroulé d'un coup. Tout ce qu'il pensait solide reposait en fait sur les mensonges de Rachel. Et à 12 ans, il essaie de faire la part des choses alors que tout lui échappe. On roule plus d'1 heure, je n'essaie pas de réparer ou de rassurer, je le laisse vider son sac jusqu'au bout. Tard dans la nuit de jeudi, mon téléphone sonne. C'est Tommy, qui appelle depuis chez Michael. Sa voix déborde d'enthousiasme et il parle presque 1 heure, partageant des souvenirs précis que seuls lui et moi connaissons. Il me rappelle la fois où on avait construit une cabane de couverture pendant un orage et passé la nuit à s'inventer des histoires. Il se souvient du surnom que je lui donnais, rien qu'à lui, que personne d'autre n'utilisait. Il décrit exactement ma façon de toujours couper ses sandwichs en diagonale, parce qu'il disait qu'ils avaient de meilleur goût comme ça. Chaque détail sonne juste, la preuve qu'il ne m'a jamais oublié, même quand tout le monde semblait m'avoir laissé de côté. Sa certitude que je suis bien sa mère devient un point d'ancrage, alors que tout le reste s'effondre, et à la fin de l'appel, je pleure, mais de soulagement, reconnaissante qu'au moins un de mes enfants ait toujours cru à mon retour. Vendredi matin, Mara me téléphone avec des nouvelles du tribunal.
Le juge a ordonné la mise sous séquestre provisoire des comptes et des biens de Rachel pour l'empêcher de les cacher ou de les dilapider. Il a aussi validé des visites encadrées avec les enfants, 2 fois par semaine au centre des services familiaux, ce qui me donne enfin le droit légal de les voir régulièrement. Ce n'est pas encore la garde complète, et les rencontres sont surveillées, mais c'est la première fois qu'une décision officielle reconnaît que je suis bien leur mère avec des droits parentaux. Mara insiste sur le fait que c'est un pas décisif, car cela pose un cadre légal solide pour la suite. Et pour la première fois depuis mon réveil, j'ai le sentiment de gagner une vraie bataille, pas simplement de survivre à une nouvelle crise. La justice commence enfin à tourner dans mon sens, et non plus contre moi. Samedi après-midi, je reçois un long message de Rachel. Elle commence par s'excuser, affirme qu'elle n'a jamais voulu blesser qui que ce soit et qu'elle regrette toute la souffrance qu'elle a provoquée. Ensuite, elle explique qu'elle voulait simplement aider les enfants à faire leur deuil et leur offrir une forme de stabilité dans une période insensée. Elle conclut en suggérant que nous sommes toutes les deux victimes d'une tragédie et qu'il serait peut-être temps de se pardonner mutuellement pour avancer en famille. Je le relis 2 fois, je fais une capture d'écran et j'envoie le tout à Mara avant de bloquer le numéro de Rachel. Je n'ai pas l'intention de me laisser entraîner dans son jeu qui voudrait nous mettre sur un pied d'égalité. Ce n'est pas une simple erreur ou une mauvaise gestion. Elle a commis une escroquerie et m'a volé mes enfants, alors que je luttais pour survivre. Il n'existe pas 2 versions de cette histoire. Lundi matin, l'inspecteur Harris m'appelle avec des informations sur la trace de l'argent. Les enquêteurs financiers ont retrouvé des virements de compte appartenant à Rachel vers plusieurs cartes bancaires prépayées, envoyées à l'adresse de sa cousine en Arizona. Apparemment, celle-ci les encaissait puis renvoyait l'argent par d'autres circuits, ce qui fait désormais entrer le blanchiment dans la liste des charges. Il m'explique qu'ils coordonnent à présent avec les enquêteurs fédéraux, car les montants et les mouvements d'argent entre États relèvent d'autres lois, en plus de la fraude locale. L'affaire prend de l'ampleur, se complique, implique davantage d'agences et risque d'avoir de lourdes conséquences pour Rachel. Il me prévient que l'enquête fédérale prendra du temps, mais m'assure qu'il rassemble des preuves solides. Mardi après-midi, Gregory Hamilton de la compagnie d'assurance me contacte pour m'informer sur leur procédure civile. Sa société va mettre une hypothèque sur la maison de Rachel, sur sa voiture et sur tout autre bien qu'ils pourront identifier grâce à l'enquête. Il précise que la procédure civile est indépendante du pénal. Ils chercheront à récupérer leur argent, que Rachel soit condamnée ou non. La compagnie d'assurance veut remettre la main sur ses 900 000 $ et elle a des avocats et des enquêteurs dédiés à cette mission. Il ne peut rien me promettre quant au montant que je pourrais récupérer, mais il explique que la saisie des biens m'offre tout de même plus de chances que si j'étais seule face à cette situation. Savoir qu'il y a une vraie chance de compensation financière me soulage un peu, car tout reconstruire à partir de rien est vertigineux. Mercredi matin, on frappe à ma porte et j'ouvre sur une femme arborant un badge du service social, qui se présente comme assistante sociale. Elle m'explique qu'un signalement a été fait suite à des publications Facebook concernant mon mode de vie et qu'elle doit effectuer une visite à domicile pour vérifier que l'environnement est sûr dans le cadre d'une éventuelle garde. Mon angoisse grimpe dès qu'elle franchit le seuil de mon petit appartement, inspectant chaque pièce, posant des questions sur mes ressources, mon entourage et mes projets. Elle regarde la cuisine, la salle de bain, la chambre, cherchant je ne sais quoi, des dangers potentiels ou des indices d'instabilité. Elle reste professionnelle mais très méticuleuse, prenant des notes sur sa tablette pendant que j'essaie de garder mon calme. Au bout d'une demi-heure, elle me dit que l'appartement ne présente pas de risque et répond aux critères de base, mais cette visite impromptue me laisse secouée, même après son départ. Je m'assieds sur le canapé, l'impression de devoir prouver à chaque instant que je mérite d'être la mère de mes enfants. Jeudi, j'ai rendez-vous avec le procureur Jason Hernandez dans son bureau au centre-ville. Il est plus jeune que je l'imaginais, la trentaine passée, avec une franchise directe qui me plaît. Il détaille les chefs d'accusation possibles contre Rachel: fraude à l'assurance, usurpation d'identité, faux et usage de faux, détournement de fonds caritatifs. Chaque infraction entraîne des sanctions distinctes, m'explique-t-il, et il détaille de quelle manière elles s'additionnent pour construire un dossier solide. Il me met en garde. La procédure sera longue, éprouvante, jalonnée de reports, de délais et de stratégies juridiques qui risquent de s'étirer pendant des mois. Puis il me demande: est-ce que tu te sens prête à témoigner, à t'installer dans une salle d'audience et à raconter tout ce qui s'est passé, alors que l'avocat de Rachel tentera de discréditer ton histoire? Je lui assure que je ferai tout pour obtenir justice, que je n'ai pas survécu à 3 ans de coma pour que Rachel fasse disparaître ma vie. Il hoche la tête en prenant des notes et, quand je quitte son bureau, j'ai enfin le sentiment d'avoir quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un qui comprend ce que je risque de perdre. Vendredi matin, je retourne à l'hôpital où j'ai passé 3 ans en service de réanimation et je rencontre la responsable conformité dans un petit bureau près de l'entrée. C'est une femme d'une 50aine d'années, les lunettes pendues à une chaînette, qui affiche sur son écran tous les mails et messages vocaux envoyés à Rachel pendant ces 3 années. Les registres sont méticuleusement tenus,
avec date et heure, et je vois des messages transmis régulièrement dès le 6e mois de mon coma. Elle fait défiler des pages entières de tentatives de contact, et sa voix se teinte d'une vraie tristesse en m'expliquant qu'il est extrêmement rare qu'une famille cesse tout contact. Elle m'imprime une attestation de 10 pages, listant chaque appel, chaque message, chaque mise à jour envoyée à Rachel pour qu'elle donne des nouvelles. Je prends les documents, la remercie, et en repartant, je ressens un mélange étrange de soulagement et de colère. J'ai désormais la preuve que Rachel savait, qu'elle a consciemment choisi d'ignorer chaque information sur mon état qui s'améliorait. L'après-midi, Chen me reçoit dans son bureau et me remet un autre document. Il y a consigné toute la chronologie de ma récupération médicale. Il m'explique chaque étape, comment mon activité cérébrale s'est stabilisée vers le 6e mois, comment les mouvements volontaires sont revenus au bout d'1 an, puis la rééducation orthophonique à 18 mois, lorsque je pouvais à nouveau suivre des consignes simples. En lisant ces notes cliniques, je découvre mon propre corps comme un combattant acharné, qui n'a jamais cessé de lutter pour guérir, même quand tous les autres avaient perdu espoir. Il me montre des résultats précis qui attestent d'une amélioration neurologique constante, et je comprends que ma guérison n'a rien d'un miracle soudain, mais qu'il s'agit d'un lent processus que Rachel a pu observer avant de décider, malgré tout, de me déclarer morte. Lundi soir, maman arrive chez moi avec une vieille boîte à chaussures, et quand elle l'ouvre, je découvre des piles de photos de famille originales que Rachel n'a pas supprimées en effaçant mon existence des albums. Il y a des clichés de moi enceinte de chacun des enfants, des anniversaires où je souffle les bougies, des fêtes de fin d'année où je pose près du sapin, Tommy bébé dans les bras. Les mains de maman tremblent en triant les images, et je remarque qu'elle a soigneusement noté au dos les dates et les lieux, comme pour attester que j'ai bel et bien fait partie de cette famille. Je passe la soirée à accrocher ces photos dans mon appartement, reconstituant une petite galerie, une sorte de chronologie qui redonne forme à ma vie d'avant le coma. À chaque photo épinglée, c'est une part de moi que je récupère, que Rachel avait tenté d'effacer, et quand j'ai terminé, j'ai sous les yeux une preuve visuelle de mon existence que plus personne ne pourra contester. Le directeur des pompes funèbres m'appelle mardi pour convenir d'une déposition, et je le rejoins dans son bureau où il me fait un récit détaillé des instructions laissées par Rachel. Il ressort ses notes de leur rendez-vous et me montre noir sur blanc où Rachel exigeait expressément un cercueil fermé, sans possibilité de présentation. Il explique que Rachel lui avait dit que c'était mon souhait et que, de toute façon, l'état de mon corps ne le permettait pas. Son témoignage révèle à quel point Rachel a tout planifié dans les moindres détails, choisissant un cercueil fermé pour que personne ne découvre l'absence de corps à l'intérieur. Il paraît gêné à l'évocation de ses souvenirs, et je comprends qu'il se reproche de n'avoir jamais remis en question la version de Rachel. Cette préméditation ajoute une dimension encore plus sombre à l'histoire. Rachel n'a pas commis une simple erreur. Elle a méthodiquement orchestré ma disparition pendant des semaines entières de préparatifs funéraires. Mercredi après-midi, Michael m'envoie un message laconique. Il entame une procédure de séparation et déménage ses affaires dans un appartement en location à l'autre bout de la ville. Il me donne la nouvelle adresse et ajoute qu'il ne supporte plus de vivre dans une maison marquée par le mensonge, où chaque pièce lui rappelle la trahison. Je lui écris que je comprends, mais assise dans mon petit appartement, je ressens un deuil complexe en voyant notre foyer se déliter. C'est là que j'ai ramené chaque bébé après la maternité, que nous avons fêté tant d'anniversaires et de Noël, là où j'imaginais vieillir avec Michael. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une victime de plus des mensonges de Rachel, un autre morceau de mon ancienne vie qu'il m'est impossible de retrouver. Jeudi, j'attends dans la salle d'attente du centre des services familiaux avant mon rendez-vous avec Émilie. Lorsqu'elle arrive avec l'assistante sociale, elle tient des crayons et du papier à la main. L'assistante suggère qu'Émilie se sentira mieux en dessinant plutôt qu'en parlant. Et Émilie s'installe à la petite table, concentrée sur son dessin. Une fois son œuvre terminée, je découvre 2 personnages, l'un étiqueté « Maman Rachel », l'autre maman, avec Émilie entre les deux, l'air perdu. La thérapeute, Catherine Myers, m'explique que ce dessin traduit la difficulté d'Émilie à gérer la présence de 2 mamans, mais ne signe ni rejet ni méfiance à mon égard. Elle conseille de privilégier la patience et la stabilité, sans forcer Émilie à choisir, et de laisser ses sentiments évoluer à leur rythme. Voir Émilie dessiner me fait prendre conscience que le chemin sera long, ponctué de petits pas, sans avancée spectaculaire. Vendredi, Ben accepte de me retrouver dans un parc près de son école. Nous nous asseyons sur un banc, et il me parle du discours qu'il a écrit pour les funérailles. Il me confie qu'il éprouve de la culpabilité, comme s'il avait contribué à me faire disparaître en croyant les mensonges de Rachel et en prenant la parole sur ma tombe. Sa voix se brise lorsqu'il évoque ce moment où il s'est retrouvé devant tout le monde pour lire un texte expliquant qu'il me regretterait toujours. Et je vois bien qu'il porte encore sur les épaules le poids de la complicité. Pourtant, il n'était qu'un enfant qui faisait confiance aux adultes autour de lui. Je lui répète que rien de tout cela n'est de sa faute, qu'aucun enfant ne devrait se demander si sa tante invente la mort de sa mère. Mais la culpabilité persiste.
palpable dans sa manière d'éviter mon regard. Samedi, je faisais les courses lorsque je suis passée devant le rayon des fleurs et que j'ai aperçu des cartes de condoléances sur un présentoir. J'ai senti ma poitrine se serrer et, en un instant, je me suis retrouvée projetée dans ce lit d'hôpital, à lire ma propre nécrologie, à regarder ma photo dans un programme de funérailles, réduite à quelques lignes sur une page. La lumière des néons me semblait agressive, l'air me manquait, alors j'ai abandonné mon caddie en plein milieu et je suis allée me réfugier dans ma voiture. Installée derrière le volant, j'ai repris les exercices de respiration du Dr Chen, comptant lentement en me concentrant sur la sensation du cuir sous mes doigts. Au bout de 20 minutes, la panique s'est enfin dissipée, juste assez pour que je puisse rentrer chez moi, encore secouée mais capable d'avancer, au lieu d'être engloutie. Le lendemain, dimanche, j'étais dans mon salon, quand l'angoisse a recommencé à monter, ce poids dans la poitrine, comme si une catastrophe allait survenir. Plutôt que me laisser envahir, j'ai testé les techniques d'ancrage. J'ai cherché 5 choses à voir, comme le mur de photos ou ma tasse de café, puis 4 textures à toucher, 3 sons à entendre, 2 odeurs, un goût de menthe laissé par mon dentifrice. À chaque étape, la panique reculait un peu plus, et j'ai ressenti une petite fierté de voir que j'avais enfin des outils qui m'aidaient, au lieu de me sentir complètement démunie face à l'angoisse. Lundi, j'ai rempli un dossier en ligne pour un poste dans une boîte de matériel médical, et 2 heures à peine après, je reçois un mail m'annonçant que mon casier judiciaire m'indique comme décédé dans leur système. J'ai dû appeler les ressources humaines, fournir les coordonnées de Mara et des documents de l'hôpital pour prouver que j'étais bien vivante. La femme au téléphone était complètement perdue, ne sachant pas comment réagir. L'absurdité de devoir prouver que j'existe juste pour postuler me donnait envie de rire et de pleurer à la fois. Encore une conséquence des mensonges de Rachel qui s'immiscent dans des aspects de ma vie dont je n'ai même pas conscience. Mardi matin, je retrouve Mara à son bureau. On doit préparer la déclaration d'impact pour le tribunal. Elle ouvre un modèle sur l'ordinateur, mais précise qu'il faudra vraiment l'adapter à mon vécu et éviter le discours formaté. On commence par les faits. J'essaie d'expliquer ce réveil du coma, la découverte de ces 3 années effacées, mais Mara m'arrête vite pour me rappeler que seuls les préjudices concrets comptent, pas les réactions émotionnelles. Elle insiste pour que je sois précise sur ce que les mensonges de Rachel m'ont réellement coûté, alors je liste les anniversaires, les fêtes d'école ratées, mais elle me pousse à aller plus loin. J'attrape mon téléphone pour retrouver dans les dossiers de l'hôpital les dates exactes des moments importants de mes enfants, la victoire de Ben à la foire scientifique, la première dent tombée d'Emily, la pièce de théâtre où Tommy avait le rôle principal. Mara note chaque événement avec la date, on dresse une chronologie de tout ce qui m'a été volé pendant 3 ans. Après 2 heures, je ressors frustrée car chaque fois que j'essaie de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, Mara recentre sur les faits. Elle m'explique que les juges entendent des récits bouleversants tous les jours, mais que seuls les préjudices documentés pèsent vraiment dans une condamnation. À midi, on a un brouillon qui ressemble plus à un dossier médical ou un rapport de police qu'à un témoignage personnel. Pertes financières, étapes manquées, frais de thérapie pour les enfants, tout est listé méthodiquement. Mara me l'envoie par mail, me conseille de le relire à tête reposée pour qu'on le retravaille ensuite. Le soir même, je le parcours. Je le trouve froid, presque inhumain, mais je fais confiance à son expérience. Jeudi, on se retrouve à nouveau et je suggère d'ajouter une partie sur les visites à l'hôpital, sur le fait que Rachel avait cessé de venir au bout de 6 mois mais recevait toujours les comptes rendus des médecins. Pour Mara, c'est pertinent. Cela prouve une tromperie consciente, pas juste une erreur. On révise encore 3 fois la semaine qui suit. Chaque version est plus concise, centrée sur les faits. Au final, le texte tient en 2 pages, et c'est un véritable réquisitoire. Date précise du temps perdu, montant exact des pertes financières, effacement des souvenirs familiaux, facture de thérapie à l'appui, tout y est. Mara imprime le document sur papier officiel et je le signe, avec l'impression étrange d'avoir rédigé le récit de ma propre mort et de ma renaissance, en langage juridique. Le jour de l'audience préliminaire, il fait un froid mordant. C'est un matin de décembre. Je suis assise dans le tribunal, portant la seule tenue correcte que j'ai pu trouver d'occasion, et j'observe les allées et venues. Rachel arrive avec son avocate, s'assied à la table de la défense sans croiser mon regard. Le procureur, Jason Hernandez, se lève pour lire d'un ton neutre la liste des chefs d'accusation. 3 pour escroquerie à l'assurance, 2 pour usurpation d'identité, 1 pour faux certificat de décès, 1 pour vol au préjudice d'une association caritative. À chaque accusation, il énonce les peines maximales encourues, et le fait d'entendre tout cela à voix haute rend la réalité écrasante. L'avocate de Rachel est un homme fatigué, mal rasé, dont le costume froissé trahit son absence d'enthousiasme. Il ne cesse de regarder sa montre. Lorsque Jason finit d'énumérer les charges, l'avocat de Rachel se lève et annonce que sa cliente est prête à envisager un accord de plaidé coupable. Jason acquiesce comme s'il s'y attendait, puis annonce au juge qu'il leur faudra 2 semaines pour négocier les modalités. Le juge fixe une nouvelle audience et nous libère.
Dès que nous sortons de la salle, Jason m'attire à l'écart et m'explique que ce genre de proposition n'arrive que lorsque les avocats de la défense ont compris que les preuves sont accablantes. Il pense que l'avocat de Rachel a dû passer en revue les dossiers de l'hôpital, les relevés bancaires, les témoignages, et a fini par dire à sa cliente qu'elle perdrait au procès. J'éprouve une certaine satisfaction en sachant que tout ce travail de documentation que j'ai fourni finit par porter ses fruits. Jason me met néanmoins en garde. Un accord de plaidoyer implique une sanction moins lourde qu'une condamnation à l'issue d'un procès, mais au moins, cela apporte une certitude et permet de tourner la page, surtout pour éviter aux enfants de devoir témoigner. Je lui fais confiance et il me promet de me tenir informé au fil des négociations. Une semaine plus tard, Michael est convoqué pour une déposition qui servira à l'accord de plaidoyer. J'ai la permission d'assister à la scène, installée au fond de la salle. Michael, assis devant une greffière, répond posément aux questions de Jason sur les documents que Rachel lui a montrés. Il décrit le certificat de décès qu'elle lui a présenté, à quel point tout paraissait officiel avec les tampons et les signatures. Sa voix reste stable lorsqu'il raconte l'organisation des funérailles et le soutien psychologique mis en place pour les enfants. Mais dès que Jason l'interroge sur le rituel du coucher, Michael se décompose. Il raconte comment il bordait les enfants le soir, leur racontait des histoires sur leur mère disparue, comment il s'efforçait de maintenir vivant mon souvenir en partageant quelques anecdotes. Il évoque Emily qui pleurait jusqu'à s'endormir en demandant sans cesse pourquoi sa maman était morte, la période de rage de Ben, qui tapait dans les murs et avait fini par être renvoyé de l'école. Sa voix tremble lorsqu'il confie qu'il croyait sincèrement les aider à se reconstruire, en étant présent et stable, persuadé d'honorer ce qu'il pensait être mes volontés. Le voir s'effondrer ainsi, devant la caméra, me bouleverse d'une façon inattendue. Ce n'est pas le pardon, mais une prise de conscience. Rachel ne l'a pas seulement détruite moi, elle l'a brisé lui aussi. Il a vécu 3 ans dans l'illusion d'élever les enfants de sa femme défunte, par fidélité, pensant bâtir une famille avec ma sœur parce que, selon lui, c'est ce que j'aurais voulu. Ce n'est pas simplement un vol d'argent, c'est une manipulation qui a tout dévasté, jusqu'à réécrire notre histoire familiale et rendre chacun complice de mon effacement. À la fin de la déposition, Michael passe devant moi sans me regarder, les joues rouges, les mains tremblantes. J'aimerais lui dire quelque chose, mais aucun mot ne saurait exprimer ce que nous avons perdu, tous les deux, à cause des mensonges de Rachel. 2 semaines plus tard, je retourne au tribunal pour lire ma déclaration sur les conséquences. Le juge m'autorise à la présenter avant que la sentence de Rachel ne soit prononcée. Je prends place à la barre, ma déclaration imprimée en gros caractères pour éviter que mes mains ne tremblent, et je commence à lire, tâchant de garder la voix ferme et posée. Je raconte mon réveil à l'hôpital après 3 ans, la découverte que j'avais été déclarée morte, que mes enfants avaient dû faire leur deuil, que mon mari s'était remarié avec ma propre sœur. Je détaille chaque perte, avec des dates, le premier jour d'école d'Emily, le 8 septembre, la finale de foot de Ben, le 15 octobre, l'anniversaire des 7 ans de Tommy, le 3 mars. J'énumère la ruine financière, chiffres à l'appui, 900 000 $ d'assurance vie envolée, 200 000 $ prélevés sur le fonds commémoratif, mes comptes retraite vidés, ma maison vendue. J'explique comment Rachel m'a effacé de notre histoire, découpé des albums photos, vendant jusqu'à mes affaires. Je parle du traumatisme de devoir prouver à chaque ouverture de compte bancaire que je suis bien vivante, de la méfiance persistante de mes enfants, élevée à l'idée de mon absence définitive. Je mentionne le coût des thérapies, les visites surveillées et la lente reconstruction d'une confiance anéantie. Pendant toute ma déposition, je ne regarde pas Rachel. Je fixe le juge, concentré sur ma voix. À la fin, la salle est plongée dans un silence total. Même la greffière a cessé de taper. Le juge me remercie et m'invite à regagner ma place. Je retrouve mon siège avec l'impression d'avoir déversé 3 ans de souffrance en 2 pages et de ne plus rien avoir à l'intérieur. Rachel accepte un accord de plaidoyer la semaine précédant Noël. Son avocate négocie avec Jason une sanction pour fraude et vol, ce qui la condamne à avoir un casier judiciaire qui pèsera sur sa vie professionnelle et personnelle pour toujours. La peine est composée de 18 mois de prison au centre de détention du comté, suivi de 3 ans de probation. Elle devra suivre une cure en centre spécialisé pour son addiction au jeu, conforme aux exigences du tribunal. Le plan de remboursement l'oblige à restituer toutes les sommes volées. Assurance vie comme fonds commémoratif, avec saisie sur salaire dès sa sortie de prison. S'ajoutent 200 heures de travaux d'intérêt général au fonds caritatif de l'hôpital. Une forme de justice presque poétique. Ce n'est pas parfait. 18 mois, c'est dérisoire au regard de 3 ans de mensonges et près d'1 million de $ volés. Mais Jason m'explique que le poids d'une condamnation criminelle compte plus, sur la durée, que de simples mois d'incarcération. Elle aura du mal à trouver un emploi, se loger ou retrouver une vie normale avec cette tâche sur son dossier. L'obligation de remboursement signifie qu'elle me devra de l'argent pendant des années, peut-être des décennies. Et la cure vise enfin à traiter l'addiction qui a tout déclenché. Je reste assise pendant que le juge valide l'accord et prononce officiellement la peine de Rachel. Elle fond en larmes, présente des excuses au tribunal,
mais ne croise jamais mon regard. Son avocate affirme qu'elle regrette profondément et veut réparer ses torts. Le juge lui rappelle qu'elle a de la chance d'échapper au procès et à la prison ferme, puis la confie à la garde du comté. 2 agents l'escortent, menottés, et j'observe ma sœur disparaître par une porte latérale, ne ressentant qu'un immense soulagement, vidé de toute énergie, que tout cela soit enfin terminé. Début janvier, le juge aux affaires familiales tranche la question de la garde après avoir étudié les rapports des thérapeutes et des travailleurs sociaux qui suivent les enfants. La décision, un document de 12 pages, précise tout en détail, organisation de la garde, modalité de l'autorité parentale, tout y est. J'obtiens un droit de visite qui s'installe progressivement, d'abord 2 visites surveillées par semaine, puis, au bout de 3 mois et si le thérapeute donne son feu vert, des visites non surveillées en journée, et enfin, après 6 mois, des week-ends complets. Avec Michael, nous avons l'autorité parentale conjointe, ce qui veut dire qu'aucune décision importante concernant l'école, la santé ou la thérapie des enfants ne peut être prise sans un accord commun. Le dispositif impose aussi une thérapie familiale 2 fois par mois avec Catherine Myers, une séance hebdomadaire individuelle pour chaque enfant et une médiation parentale mensuelle pour Michael et moi. Des clauses nous interdisent de dénigrer l'autre devant les enfants, exigent des règles cohérentes dans les 2 foyers et obligent à partager toute information sur la scolarité et la santé. À la lecture de toutes ces règles et de cette organisation millimétrée, j'ai d'abord eu l'impression d'étouffer, mais j'ai vite réalisé que c'était plutôt un soulagement. Après des mois de chaos, enfin des repères écrits, des limites claires qui rassurent de tout le monde. Le juge signe l'ordonnance, nous remet chacun un exemplaire. Michael et moi restons un moment dans le couloir du tribunal. Il me lance. J'espère que tout ça aidera les enfants à retrouver un peu de stabilité. J'acquiesce et d'un geste un peu maladroit, nous nous serrons la main. Nous voilà, autrefois mari et femme, réduits à coparents officiels, liés par une décision de justice. Un mardi de fin janvier, Gregory Hamilton, de la compagnie d'assurance, m'appelle avec des nouvelles concernant la récupération des fonds. Son équipe a collaboré avec les casinos pour reconstituer les mouvements de Rachel, et ils ont réussi à saisir 300 000 $ par procédure civile. Les casinos avaient signalé d'importantes transactions en liquide, ce qui a déclenché des enquêtes pour blanchiment et le gel de certains comptes. Grégory m'explique qu'ils ont récupéré de l'argent sur les comptes de Rachel, trouvé un peu de cash dans un coffre qu'elle louait, ainsi que quelques bijoux achetés avec l'argent détourné. Ce n'est pas la totalité des 900 000 $ envolés, mais c'est déjà ça. Le plan de remboursement ordonné par le tribunal prévoit une saisie sur salaire lorsqu'elle sortira de prison, donc j'aurai d'autres versements plus tard. Grégory m'annonce que l'assurance va m'adresser un chèque du montant récupéré, moins les frais d'enquête, soit environ 280 000 $. C'est assez pour envisager de relancer ma vie, peut-être un jour poser un acompte sur un logement, financer la thérapie des enfants et la mienne. Je le remercie pour ses efforts. Il me répond qu'il est heureux d'avoir pu récupérer une partie des fonds. Après avoir raccroché, je reste là, à contempler mon téléphone, et pour la première fois depuis mon réveil, je ressens un vrai espoir, la sensation que je pourrais peut-être reconstruire une existence stable. Début février, le fonds commémoratif est rétabli, après que l'équipe juridique de l'hôpital ait réussi à mettre de l'ordre dans le chaos laissé par Rachel. De nouveaux administrateurs, extérieurs à la famille, sont nommés, une comptabilité transparente avec rapport trimestriel est mise en place et un suivi public permet, via le site de l'hôpital, de savoir exactement comment l'argent est utilisé. L'hôpital renomme le fonds. Désormais, il s'appelle Fonds de soutien aux familles de patients dans le coma, et non plus à mon nom, un soulagement auquel je ne m'attendais pas. Je n'ai aucune envie que mon histoire douloureuse devienne l'image permanente de l'aide apportée aux autres. Le fonds offrira désormais aux familles concernées aide financière, conseils, groupes de soutien et prestations pour l'équipement médical. L'hôpital me propose un siège au conseil consultatif, mais je refuse. Je ne suis pas prêt à donner une dimension publique à mon expérience. Je préfère écrire une lettre qu'ils pourront partager, dans laquelle j'explique combien le soutien familial a été essentiel dans ma reconstruction et comment les infirmières et assistantes sociales m'ont littéralement sauvé la vie. La lettre est publiée sur le site, sans mon nom complet, seulement mon initiale, ce qui me semble être le bon équilibre pour aider tout en préservant ma vie privée, alors que je me réinvente. Je m'installe à la mi-février dans un modeste 2 pièces, situé à 20 minutes de mon ancien quartier, assez près pour récupérer facilement les enfants, assez loin pour ne pas croiser ceux qui sont venus à mon enterrement. Le loyer est raisonnable grâce à l'argent retrouvé, l'appartement est lumineux, il y a même un petit balcon. J'y passe une semaine à repeindre les murs et à assembler des meubles basiques dénichés en grande surface. Les enfants viennent un samedi pour s'approprier leur nouvelle chambre commune. Tommy prend d'emblée les choses en main pour la bibliothèque, affirmant qu'il sera le plus rigoureux pour suivre la notice.
Il étale les planches dans le salon et s'attaque méthodiquement au montage, demandant parfois à Ben de l'aider à tenir une étagère. Ben, lui, s'occupe de la cuisine avec sa logique implacable, rangeant toute la vaisselle à des endroits pratiques et triant le garde-manger par catégorie. Emily s'investit dans la déco, arrangeant soigneusement les coussins sur le canapé et m'aidant à accrocher les rideaux dans sa chambre. Les voir collaborer sans dispute, chacun mettant à profit ses points forts, c'est un vrai contraste par rapport à nos visites crispées chez l'assistante sociale. Ici, dans ce lieu neutre, qui n'appartient ni au passé ni à Rachel, on construit quelque chose de neuf au lieu de s'acharner à recoller les morceaux. Une fois tout installé, Tommy recule pour admirer la bibliothèque et la trouve parfaite. Ben inspecte la cuisine impeccable et approuve. Emily ajuste les coussins une dernière fois avant de sourire. On finit par commander des pizzas et on les mange assis par terre, faute de table. Et pour la première fois depuis des mois, le silence qui nous entoure est paisible, exemple de cette tristesse tacite d'avant. Notre première séance de thérapie familiale se tient à la fin du mois, dans le cabinet de Catherine Meyer, un espace chaleureux aménagé de fauteuils confortables disposés en cercle, avec des jeux dans un coin pour les plus jeunes et du matériel de dessin sur une petite table. Catherine nous accueille avec chaleur et nous présente le principe de la thérapie familiale. Il s'agit de partager nos ressentis et d'apprendre à mieux communiquer tous ensemble. Emily s'installe entre Michael et Ben, évitant soigneusement mon regard. Tommy vient s'asseoir près de moi et lance fréquemment des coups d'œil à Emily, comme s'il espérait la voir participer. Catherine ouvre la séance en demandant simplement comment s'est passée la semaine de chacun. Tommy parle de l'école, Ben évoque l'entraînement de basket, Michael mentionne un projet au travail. Quand vient le tour d'Emily, elle répond à peine, un simple « bien », sans s'étendre. Catherine propose alors à ceux qui le souhaitent de dire ce qu'ils ressentent en étant réunis aujourd'hui. Tommy s'empresse de dire que ça lui fait plaisir de nous voir tous ensemble. Ben trouve la situation un peu étrange, mais ça lui va. Emily garde les yeux rivés au sol. J'exprime ma gratitude de voir que nous faisons l'effort d'essayer. Michael ajoute qu'il espère que cela nous aidera. Catherine accueille chaque réponse avec bienveillance et s'apprête à demander ce qui rend la situation si particulière lorsque, soudain, Emily se lève sans un mot et se dirige vers la porte. Catherine, d'une voix douce, lui demande si elle a besoin de souffler. Emily fait un signe de tête et Catherine lui propose d'attendre dans la salle d'attente. Sans bruit, Emily quitte la pièce et referme la porte derrière elle. Je sens l'angoisse monter, la peur d'un échec, mais Catherine recadre aussitôt. Elle rappelle que le simple fait qu'Emily ait accepté de venir est déjà une avancée, que 5 minutes d'effort valent mieux que rien, et que ce sont les petits pas qui comptent le plus. Elle nous suggère de poursuivre la séance pendant la pause d'Emily. On passe alors près de 40 minutes à échanger sur la communication et les limites, Catherine guidant Michael et moi pour que nous sachions partager les informations sur les enfants, sans replonger dans nos propres blessures. À la fin de la séance, Emily est toujours dans la salle d'attente, plongée dans un magazine. Catherine la félicite, lui disant qu'elle a très bien géré aujourd'hui. Emily hausse les épaules sans réagir. Sur le chemin du retour, je préfère ne pas revenir sur le fait qu'Emily soit sortie. J'apprends à apprécier les progrès, même minuscules, plutôt que d'espérer tout réparer d'un coup. Début mars, Michael et moi nous donnons rendez-vous dans un café, un agenda vierge posé entre nous. On passe 1 heure à organiser les plannings de garde et les activités scolaires, sans jamais aborder quoi que ce soit de personnel. Il note les entraînements de basket de Ben le mardi et le jeudi, j'inscris le cours de danse d'Emily le mercredi. On répartit les nuits des enfants chez l'un et chez l'autre, découpant la semaine en parts équitables sans nécessairement chercher la symétrie. Quand il me demande la date du rendez-vous médical de Tommy, je la lui donne et il l'ajoute immédiatement sur son téléphone. Nous ne parlons ni du passé, ni de nos sentiments, rien d'autre que l'organisation. Cette distance émotionnelle, finalement, simplifie les choses. On se concentre sur les besoins des enfants, en laissant nos blessures de côté. Il règle l'addition et s'en va le premier. Je reste là, quelques instants, à contempler le calendrier qu'on vient de remplir, trouvant étrange d'élever nos enfants comme des partenaires, et non plus comme le couple que nous étions. La semaine suivante, ma mère m'appelle pour demander si elle peut publier quelque chose sur Facebook à propos de ce qui s'est passé. Je sens l'angoisse revenir, la peur qu'elle tourne ça à sa façon, ou ravive encore les tensions. Elle me lit son texte au téléphone, et finalement, c'est juste. Elle reconnaît avoir cru Rachel sans assez d'esprit critique et propose d'aider d'autres familles à défendre leurs proches dans des situations similaires. Pas d'excuses, pas de revendication de compassion. Je lui donne mon accord, et très vite, les messages de soutien affluent, des gens partagent leurs propres histoires de trahison familiale. Quelques jours plus tard, elle m'envoie un message pour proposer de garder les enfants 2 soirs par semaine, afin que je puisse souffler. J'accepte pour le mardi et le jeudi. Elle arrive pile à l'heure la première semaine, fait quelques courses, reste discrète pendant les devoirs. Ce coup de main concret pèse bien plus que toutes les excuses du monde. Un samedi de fin mars,
On se retrouve tous au garde-meubles. J'ouvre la porte métallique, des cartons empilés du sol au plafond. Les enfants restent figés devant ce capharnaüm, silencieux, comme si tout cela appartenait à une autre vie. Je commence à ouvrir des cartons, à sortir des albums photos, de vieux jouets, des ustensiles de cuisine familiers. Je leur propose de choisir ce qu'ils voudraient exposer à la maison. Tommy attrape aussitôt une photo de nous à la plage, prise 5 ans plus tôt. Ben tombe sur ma vieille boîte à recettes, se rappelle les biscuits qu'on faisait ensemble. Émilie effleure un éléphant en peluche et me demande si c'était le sien. Je confirme, et elle le serre contre elle sans un mot. On passe 3 heures à fouiller, et à la fin, chacun repart avec des souvenirs et des photos qu'il a voulu garder. Sur le chemin du retour, Ben propose de faire un mur souvenir à l'appartement pour raconter notre histoire. Et je me dis que leur laisser choisir ce que l'on retient est bien plus fort que d'imposer ma propre version du passé. Début avril, je reçois un mail du tribunal. Toutes les décisions sont validées. La mention de mon décès a été levée partout. Sécurité sociale, préfecture, banque, dossiers médicaux, tout atteste officiellement que je suis en vie. Ce n'est qu'une formalité administrative, une simple case cochée, mais pour moi c'est immense. Mon nouveau permis de conduire arrive par la poste quelques jours plus tard, et je reste plantée dans la cuisine à le regarder comme une preuve tangible que j'existe. Je remarque mon visage amaigri, mes cheveux plus courts, mais mon nom est enfin bien orthographié, sans la mention « décédé ». Je glisse le permis dans mon portefeuille, l'emportant partout, vérifiant plusieurs fois par jour qu'il n'a pas disparu. Mi-avril, je rédige un message posé pour le groupe Facebook du quartier, concentré sur la procédure judiciaire et remerciant tout le monde pour leur patience. J'évite soigneusement de désigner des responsables ou d'en rajouter. J'explique que les démarches sont toujours en cours et que je suis reconnaissante envers tous ceux qui font preuve de compréhension pendant que ma famille traverse cette épreuve difficile. Je publie mon message, aussitôt envahi par l'angoisse à l'idée des réactions, mais à peine 1 heure plus tard, je découvre des dizaines de commentaires pleins de bienveillance. Plusieurs personnes me contactent en privé pour partager leurs propres histoires de trahison familiale, et lire leurs récits me fait me sentir moins seule dans cette situation qui semble complètement irréelle. Une femme me raconte que son frère lui a volé son identité et qu'il lui a fallu 2 ans pour tout remettre en ordre. Une autre confie que sa sœur s'est inventé un cancer pour récolter des dons. Savoir que d'autres ont traversé des épreuves proches de la mienne rend la mienne un peu moins insurmontable. Lors d'un dîner tranquille fin avril, Émilie tend la main à travers la table pour me demander le sel. Et au lieu de m'appeler par mon prénom ou de contourner la question, elle me dit « maman ». Elle se fige aussitôt, la main en suspens, visiblement inquiète d'avoir commis un impair. Je lui passe le sel sans rien laisser paraître, d'un ton neutre, comme si de rien n'était. Ben enchaîne immédiatement avec une histoire drôle sur le projet de science de son copain qui a explosé à l'école. Tommy pose quelques questions, et tout le monde fait comme si de rien n'était, parce que forcer le moment ou le souligner risquerait de faire voler en éclats le fragile équilibre que l'on commence à retrouver. Émilie saupoudre son assiette et je la vois se détendre un peu en comprenant que personne ne lui demande d'expliquer ni de revenir dessus. Début mai, le centre de soins où Rachel suit sa cure me contacte pour savoir si je souhaite participer à une séance de justice réparatrice, où elle pourrait présenter ses excuses dans le cadre de son programme. Je réponds à la coordinatrice que j'ai besoin d'un temps de réflexion et je passe 2 jours à me tourmenter sur la décision à prendre. Finalement, j'envoie un message où je dis que je suis soulagée que Rachel reçoive de l'aide pour son addiction au jeu, mais que je ne me sens pas prête pour un contact direct et que je ne le serai peut-être jamais. Je pose des limites claires. Pas de lettres, pas de messages, aucune communication pour l'instant. La coordinatrice me rappelle, m'assure qu'elle respecte totalement ma décision et qu'il n'y a aucune pression si je ne me sens pas prête. Elle est vraiment compréhensive, ni insistante, ni déçue, ce qui me conforte dans mon choix de poser un refus. Un soir calme, à la mi-mai, je déballe le dernier carton du garde-meuble et je tombe sur une photo de moi à la maternité, Émilie tout juste née dans les bras. J'ai l'air épuisée mais heureuse, et Émilie est emmaillotée dans une couverture rose, son petit poing serré près de sa bouche. J'achète un cadre noir tout simple et j'accroche la photo près de la porte de mon appartement, là où je la vois à chaque fois que je rentre. Ce n'est ni la maison que j'avais ni la vie d'avant, mais cet appartement est vraiment à moi. Et chaque fois que je passe la porte, je choisis d'assumer ce présent, au lieu de me laisser hanter par tout ce qu'on m'a pris. Mon dernier rendez-vous avec Mara a lieu fin mai. Nous faisons le point dans son bureau. Les enfants poursuivent leur thérapie, et d'après les rapports de Catherine, de vrais progrès sont observés. La coparentalité avec Michael est stable. Notre système de calendrier fonctionne bien. Depuis la semaine dernière, Rachel a commencé à verser des indemnités par l'intermédiaire du tribunal. De petites sommes, mais régulières. J'ai accepté un poste administratif dans une entreprise de matériel médical. Je commence en juin, le salaire est correct, les avantages aussi. Mara clôt mon dossier en me disant qu'elle est fière de la façon dont j'ai traversé tout ça, et je me rends compte qu'il s'agit peut-être de notre dernière séance.
à moins qu'un nouvel imprévu ne survienne. Ce n'est pas la fin d'un conte de fées où tout le monde est guéri, réconcilié, et où la famille redevient comme avant, mais c'est une vraie stabilité, bâtie sur du solide. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai le sentiment de vivre vraiment, au lieu de devoir me battre pour prouver que j'en ai le droit. Voilà, c'est la fin d'une histoire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Si vous avez tenu jusque-là, je ne sais même pas si je dois être admirative ou inquiète. Autant vous abonner, à ce stade, vous êtes déjà bien trop investi. On peut appeler ça de l'engagement.